12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir de retrouver notre ami André Berkoff en exclusivité pour Radio Star ce dimanche. Bonjour André, comment allez-vous? Bonjour Gilbert, très bien, très bien. Nous sommes, on peut dire où nous sommes. Nous sommes à Arles. Que faites-vous Arles? Arles, je suis venu pour célébrer l'abandon du d'habit de lumière de mon ami Paquito Léal, 30 au héros devant l'Éternel, qui a raccroché ses habits de lumière. Et puis on a fait la fête, évidemment, pour le célébrer. On va rappeler quand même que vous êtes l'auteur de nombreux livres. 44 jusqu'à présent. 44 bouquins, oui. Un livre sur Bernard Tapie, un livre sur Hollande, tout y passe. Oui, absolument. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, ce sont les gens hors normes. Alors Hollande, il n'est pas vraiment hors norme. Bernard Tapie, oui, on peut dire qu'il est hors norme. Et puis, vous voyez, après, il y aura Donald Trump et des gens comme ça. C'est-à-dire, ce qui m'amuse, c'est les gens qui sortent un peu des balises, des catégories, des gens un peu, justement, formatés. J'aime pas beaucoup le format. J'aime les gens qui sortent du format. Quand vous avez parlé tout à l'heure de Bernard Tapie, je voudrais également revenir sur notre cher président de la République. Racontez-moi l'histoire de Caton. Ah, l'histoire de Caton. Eh bien, écoutez, l'histoire de Caton, elle date déjà. Il y a une 25-30 ans, j'ai écrit sous pseudonyme un livre où je me faisais passer par un aristocrate de droite qui regarde passer la gauche. Mitterrand venait d'arriver au pouvoir, ça venait 2 ans. Et j'avais besoin de quelqu'un pour vérifier les chiffres. Et on m'a présenté, on m'a dit, il y a un jeune énarque très bon qui va te vérifier les chiffres de l'économie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a présenté quelqu'un, et bien ce quelqu'un, bonne bouille, tout rond, lunettes, compagnie, il s'appelait François Hollande. Et François Hollande a été mon conseiller, et je peux vous dire une chose, c'est pas un scoop, mais quand même, j'ai eu qu'un seul nègre dans ma vie. Vous savez, le nègre, c'est quelqu'un qui réécrit les bouquins, et mon seul nègre dans ma vie, ça a été François Hollande. Car, en 1988, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Comment acheter votre prochain président de la République sans risque ». Vous voyez, ça reste vrai. C'est je comparais les candidats à des marques de voitures ou à des marques de produits, en disant « Attention, voilà comment ils ont été fabriqués, voilà les additifs, voilà les colorants, mais attention, et le produit n'est ni échangeable ni remboursable. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. » Et donc, il y avait une dizaine de candidats. Et Hollande me dit, qui tu as mis dans les candidats? Je lui donne la liste, il me dit, tu sais, je connais bien Rocard et Delors. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui, pour que quelqu'un qui veut voir ce bouquin, le chapitre sur Rocard et le chapitre sur Delors sont entièrement écrits de la main de François Hollande. On peut vérifier. Vous pouvez me rappeler le titre du livre? Comment acheter votre prochain président de la République sans risque? Ça a paru aux éditions Robert Laffont et c'est en vente sur Amazon, je suppose, parce que c'est épuisé dans les librairies. Et l'année dernière, il y a 2 ans, alors moi président? Alors moi président, ça j'ai fait le bilan de la première année de Hollande, c'est paru, ça s'appelait Moi président. Avec son anaphore, c'est moi président je ferai ceci, moi président je ferai cela. D'ailleurs, ce serait très intéressant aujourd'hui de faire le bilan de moi président, ce qu'il avait dit en 2012 et ce qu'il a fait vraiment depuis. Je crois que la comparaison serait très intéressante. Surtout qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Absolument, bon anniversaire monsieur Hollande. Écoutez, je l'aime bien, mais je ne peux pas dire que, très franchement, enfin à titre personnel, je ne peux pas dire que je sois d'un enthousiasme délirant sur son bilan. On va enchaîner. Mais est-ce que vous avez toujours est-ce que vous le côtoyez? Est-ce que vous arrivez de le croiser, de l'appeler, de lui dire comment vas-tu mon petit François? Non, on n'est pas du tout fâché. La dernière fois que je l'ai vu dans un dîner, c'était juste avant sa présidence, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Depuis, je ne l'ai pas vu, mais je ne pense pas qu'il soit réjoui par ce que j'écris sur lui. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, j'ai le plaisir d'accueillir le journaliste, écrivain, auteur de plus de 40 livres, André Berkoff, que l'on voit souvent à la télévision. André, d'autres personnages qui vous ont marqué, Bernard Tapie? Oui, Tapie, écoutez, alors Tapie, je l'ai connu en 84. Et j'ai édité son premier livre qui s'appelait Gagner. Il était pas encore en politique et il venait, quand nous avons fait, il venait de reprendre l'OM. De reprendre la direction de l'OM. Et je me rappelle très bien les discussions avec Michel Hidalgo pour
pour composer l'équipe de l'OM à l'époque. Donc je vous parle de 84-85. Et c'est vrai que lui aussi était un type hors norme et qui, je pense, s'il avait un peu agi autrement, aurait pu avoir un vrai destin politique. Mais bon, il l'a pas eu. Il a eu ministre de la ville. Il a été ministre de la ville avec Mitterrand. Mitterrand aussi, il aimait bien, vous savez, Mitterrand, il aimait bien un peu les gens comme ça, un peu voyous, un peu comme ça. Il aimait bien ça. C'est-à-dire que Mitterrand, ça a été après le débat avec Jean-Marie Le Pen. Quand il y a eu le fameux débat Tapie-Le Pen, où Tapie a bien affronté Le Pen, quand même, où il s'est tenu, et bien Mitterrand qui avait vu le débat, il a dit, il faut que je connaisse ce type. Et vous savez, je vais vous raconter un truc. Mitterrand, je l'ai rencontré à plusieurs reprises par l'intermédiaire de Jacques Attali, qui est un ami, qui était son conseiller spécial. La seule chose que Mitterrand me demandait à chaque fois, c'est de raconter quand j'ai fait l'homme d'affaires koweïtien à Bordeaux. Vous savez que j'avais acheté la ville de Bordeaux en 82-83. Je me suis fait passer pour Mohamed Zaker, représentant de l'Arab Corporated Company, et j'investissais dans le domaine vinicole, immobilier, etc. Et je ne parlais que anglais avec l'accent arabe. Qu'est-ce que ça donne? My dear Gilbert Bourguignon, I am very happy, wallahi, to be interviewed on Radio Star. But I want to think, tell your boss I want to buy Radio Star. Tell me the check, no problem. Your check will be mine, no problem. Voilà, on s'était bien amusé et je dois dire non, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais savoir, je ne serai jamais ni millionnaire ni milliardaire, je voulais savoir comment on vous reçoit quand c'est écrit sur votre front $1 milliard ou $1 million. Et c'était absolument passionnant, on m'a tout vendu. J'avais 5000 francs en poche, hein, vous voyez, ouais, mais enfin bon, voilà. Allez, je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, j'ai le plaisir d'accueillir André Berkoff, que l'on ne présente plus, je l'ai dit tout à l'heure, auteur de plus de 40 livres, journaliste, télé-chroniqueur, qui rencontre les plus grands de ce monde. On va y revenir juste après une toute petite pause musicale. On se retrouve bien évidemment sur Radio Star. Après cette petite pause musicale, si vous venez de nous rejoindre, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Invité Star notre journaliste, chroniqueur télé, auteur de 40 livres, donc André Berkoff, qui nous a passé en revue certaines personnalités qu'il a rencontrées, du président de la République François Mitterrand à François Hollande, qui est également Bernard Tapie. Maintenant, ce qui m'intéresse, vous êtes l'un des seuls journalistes français qui avait rencontré Donald Trump. Le seul, je peux dire jusqu'à présent, depuis qu'il est en campagne, je suis le seul journaliste européen à avoir rencontré Donald Trump. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'a donné des interviews qu'à la presse et la télévision américaine, puisqu'il est en pleine campagne. Il se fait que par des amis communs, j'ai pu le rencontrer, c'est-à-dire je l'ai rencontré à New York, je suis allé là-bas en me disant, bro, ça va pas marcher, et c'était fin janvier, je peux vous dire exactement, quelques jours avant que la campagne ne démarre, et il m'a reçu dans son bureau de la Trump Tower à New York. Il a je dois dire, le bureau qui donne sur Central Park et le paysage new-yorkais. Il m'a reçu pendant 1 heure. C'était assez passionnant, oui. Mais pourquoi Donald Trump? Eh bien écoutez, d'abord pourquoi Donald Trump? Parce que c'était incontestablement, et on l'a vu, le type le plus intéressant de cette campagne, en tout cas, quel que soit ce qu'on peut penser de lui, qu'on soit pour ou contre. Mais je me rappelle très bien que, y compris les gens ici et en Amérique, m'ont dit, mais tu vois, Trump fait vite parce que dès qu'il y aura les élections, il va s'effondrer. Il fait ça uniquement pour vendre ses immeubles. Bon, c'est un milliardaire, on le sait. C'est un très très grand immobilier, enfin constructeur, etc. Mais il fait la politique pour faire de la pub. Eh bien, ça s'est révélé totalement faux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump est tout seul et qu'il va être nommé le candidat des Républicains pour la Maison-Blanche. Quand vous l'avez rencontré, lors de votre interview, il vous a apparu comment en dehors de cette richesse du portefeuille? Oui, non, je veux dire, c'est un type très cash. Écoutez, il m'a parlé, moi ça m'a vraiment frappé. Il m'a dit des choses qu'il a dit un peu plus tard à la télé, que j'ai vu sur CNN, sur les télés américaines et compagnie. C'est quelqu'un qui est totalement brut de décoffrage, qui est cash, qui vous dit les choses comme ils sont, comme il les sent. Et c'est un maestro dans l'art de transformer le buzz et les médias en notoriété et peut-être il fait cash. Quand on dit, mais il dit des choses terribles sur les Mexicains, sur ceci, sur cela, il le dit pour faire le buzz. C'est-à-dire que alors que les autres dépensent 200 millions de dollars, lui, vous savez, en tout, il a dépensé 25 millions de dollars. Et il a eu plus de publicité médiatique que tous les autres réunis.
Il doit avoir un service de com autour de lui, des conseillers qui sont quand même redoutables. Eh bien, je vais vous dire, Gilbert, il n'a personne en conseiller de com. C'est lui son conseiller de com. C'est un maître. Vous savez, il a fait une émission de télévision qui s'appelle The Apprentice, qui était, vous savez, le prix, c'était la télé-réalité. Il a fait ça pendant 15 ans aux États-Unis. Il faisait ça à côté. Et le prix était d'être engagé dans sa compagnie Trump Organization. Et c'est lui qui disait « You're fired », vous êtes viré. C'est-à-dire que c'est lui qui évaluait les gens. Cette émission de télévision hebdomadaire a duré 14 ans, a été vue par 15 millions d'Américains et ça a fait sa notoriété. Il faut bien voir que c'est un type qui est aussi fort dans le business que dans la manipulation des médias. Il est extrêmement fort. Et les journalistes, il n'en a rien à cirer des journalistes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je lui dis, mais qui est le mouvement? Il me dit, écoutez, moi, vous savez ce que c'est mon mouvement? C'est Twitter, Facebook et Instagram. J'ai 15 millions d'abonnés. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, au fond, vous voyez, on parle beaucoup d'Uber. Eh bien, c'est une manière d'ubériser la politique. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin de passer par les journalistes. Je vais directement du producteur au consommateur. Voilà. Et c'est en ça qu'il est très fort, ce type. Et il est du 21e siècle. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre problème. Oui. Mais il a complètement compris le monde dans lequel nous vivons et la manière dont ça fonctionne. Ce qui est assez impressionnant, c'est que tout le monde le voyait perdant. Vous venez d'expliquer la façon dont il s'organise. Et là, il se retrouve face à Hillary Clinton. Voilà. Alors, ça va être sanglant. Parce que ce qu'il a, lui, vous savez que l'establishment américain, y compris les conservateurs républicains, ont dépensé des centaines de millions de dollars pour le faire échouer. C'est-à-dire que c'était tout sauf Trump. On veut personne, on veut vraiment surtout pas, il n'est pas conservateur, il n'est pas de chez nous, tout ça. Et lui, vous savez comment ça a marché avec les Américains? C'est très... Il a dit, écoutez, moi je suis milliardaire. Moi, aucun lobby ne peut m'acheter. Personne. Et c'est vrai, l'habitude, les candidats, c'est vrai. Moi, si je te subventionne pour que tu sois élu, après, retour sur investissement. Tu vas me dire, je t'ai payé, il faut que... Lui, il n'en a rien à cirer. Il a 8 milliards de dollars. Il me dit, ma campagne, moi, je la paye sur mes deniers. J'en ai rien à cirer. Et ça, les Américains sont très sensibles à ça. Donc, il y a ça. Deuxièmement, et surtout, maintenant, avec Hillary Clinton. Sur le papier, on se dit, Hillary Clinton va gagner. Parce que, effectivement, il a un peu choqué les Noirs, les Hispaniques, les femmes, tu vois. Sauf que Hillary Clinton, il va chercher tout le bilan. Parce que Hillary Clinton, c'est quand même 2 ans avec son mari, 2 mandatures de présidentielle avec son mari. Obama, ensuite, où elle a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères, les emails et compagnie. Ce que je peux vous dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais le type, il va se battre jusqu'au bout. Il va se battre au bout parce qu'il n'en a rien à perdre. Donc, il va y aller. Et pour ça que je ne crois pas du tout que le résultat soit acquis d'avance d'ici novembre. C'est vraiment une machine de guerre, je l'ai dit tout à l'heure, on a vu encore ce matin... Écoutez, il y avait 17 personnes qui se sont présentées chez les Républicains. Tout le monde pariait sur Jeb Bush. Tout le monde pariait sur le fils de Bush. Qu'est-ce qu'il a dit au fils de Bush? C'est ça que je vais vous dire. Et là, on revient à la France. Moi, je rêve d'avoir des débats entre politiques français comme ils ont aux États-Unis. Par exemple, Jeb Bush. Il regarde Jeb Bush à la télé, à CNN, qui a 25 millions de téléspectateurs. Il dit, mais Jeb Bush, pourquoi vous vous présentez? Your low energy. Vous avez une énergie basse. Vous êtes un type un peu faiblard. Pourquoi vous présentez? Tu vois, comme ça. Tu vois Juppé dire ça à Sarkozy, ou Sarkozy à Juppé, ils se haïssent. Sarkozy, enfin, qu'est-ce qu'il pense de Juppé? Il dit ce vieux ringard qui vient le faire chier. Jamais il dira ça. Mais mon cher Juppé. L'autre n'en a rien à cirer. Et alors, je me rappelle, et il lui dit, comme ça, en pleine Caroline du Sud, ils sont là, et il dit, mais écoutez, moi je vais vous dire une chose sur la guerre d'Irak. Une connerie. George Bush, il se présente chez les Républicains. Hein. George Bush, c'est les connes. Il dit, la guerre d'Irak, une connerie. Qu'est-ce qu'on allait faire? C'est pas les Irakiens qui ont fait le 11 septembre. Qu'est-ce qu'on est allé faire en Irak? On a dépensé 5000 milliards pour rien. On a perdu des gens. Qu'est-ce que c'était? Et alors, Jeb Bush lui dit, mais à ce moment-là, arrêtez d'insulter toute nos familles. Vous insultez mon frère, vous m'insultez à moi. Et vous savez, nous avons une mère extraordinaire. La meilleure des Bush, c'est ma mère, une intelligente, une femme d'énergie. Et alors, Trump lui dit, mais pourquoi elle ne s'est pas présentée? Pourquoi vous vous êtes présenté, vous? Mais c'est votre mère qui aurait dû se présenter à ce moment-là. Comme ça, tu comprends? Sur CNN, te dit ça, tu vois? C'est ça qui est... Le type, brut de décoffrage. Il est complètement comme ça. Et après, il a parlé de Ted Cruz, il l'appelle Lying Ted. Après, Marco Rubio, c'est ce il prend une bouteille d'eau minérale, en pleine télé. Il dit, tu vois, Marco Rubio, ton problème, c'est que tu sues. Regarde, tu transpires. Regarde, tu vois, cette bouteille d'eau, c'est toi. Voilà, tu transpires. Voilà, on te voit. Et il sort la bouteille d'eau. T'imagines un peu pour les téléspectateurs. Et le Marco Rubio, il reste comme ça, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a, et c'est lui, hein, c'est pas un conseiller en com, ça.
Ça, c'est lui. Il a un sens, bon, c'est son truc, hein, tu n'arrives pas où il est. Il a un sens extrêmement aigu du symbole médiatique ou du symbole de savoir comment je vais frapper les gens. Et sur le fond, il dit aux Américains ce que des millions d'Américains ont envie d'entendre. Ils le disent, voilà. Alors, on va refermer le chapitre Donald Trump. Vous avez également, je voudrais que vous me parliez de Bachar el-Assad, Damas, tout ce qui se passe. Oui, alors je suis allé à Damas, tout le monde m'a dit mais tu es fou d'aller à Damas. Je suis allé à Damas et pas seulement pour ça, pour voir un peu ce qui se passait. Et j'ai interviewé Bachar el-Assad. Je m'empresse de dire que interviewer quelqu'un, parce que j'ai eu des réactions, n'est pas de dire que j'approuve, évidemment. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce que vous interviewez Bachar el-Assad, vous êtes partisan de Bachar el-Assad. J'aimerais que certains journalistes, parce que je trouve, fassent un peu la différence, enfin certains journalistes, certains petits juges autoproclamés. Cela dit, sur le fond, ce qui est intéressant, c'est que nous nous sommes trouvés devant quelque chose qui était... là, je fais une petite analyse politique. C'est que, vous voyez, il y a encore un an, Bachar el-Assad, c'était fini, était mort, etc. Au lieu d'essayer de voir le rapport des forces, nous avons eu un Poutine qui joue aux échecs, pendant que nous, on joue au macramé. Enfin, nos dirigeants jouent au macramé. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit, moi, ça fait un siècle que je veux que la Russie soit en Méditerranée. Il a dit, je vais appuyer Bachar el-Assad et je vais avoir ma base à Tartouse et à Latakia. Et les Russes ont aujourd'hui des grosses bases militaires. Et je peux vous dire que quel que soit l'avenir de la Syrie, ils n'en décolleront pas à Tartous, à Latakia et sur la Méditerranée. Ils sont dans les mers chaudes, au-delà de la mer Noire. C'était un objectif qu'ils avaient depuis très longtemps. Donc, si vous voulez, au lieu de réfléchir, d'avoir un truc global, après tout, c'est la réelle politique. Vous savez ce qu'il a dit, Bachar el-Assad? Il dit, attendez les gars, je comprends pas très bien moi. Moi, les Hollande, ils m'aiment pas, mais on va pas se marier ensemble, on va pas faire des enfants ensemble. La politique, c'est la réelle politique. Or, vous travaillez avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, vous êtes très bien avec eux, qui subventionnent les terroristes. C'est pas nous qui avons envoyé les terroristes chez vous. Il dit c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors, il faut savoir ce que vous voulez. À tort ou raison, encore une fois. C'est le discours qui m'a tenu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des projets d'écrire en livre? Qu'est-ce qui va en dehors de Donald Trump? Est-ce que vous avez des projets? Alors, écoutez, justement, d'abord, mon prochain livre sortira en septembre sur Trump. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le phénomène Trump par rapport à la politique en France et ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Français, nous, Européens, l'apparition de quelqu'un d'outsider de la politique? Et vous avez vu que dans un récent sondage qui est paru, Gilbert, il y a 2 jours, on a demandé aux Français en qui faites-vous vraiment confiance? Ils ont dit en personne. 75% des Français, ni à gauche ni à droite, ont dit aujourd'hui, il n'y a personne en qui on a confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chance d'un outsider, de quelqu'un qui ne viendrait pas, enfin, du système politique qui chez nous est encore plus fermé que là, mais d'un système de la société civile, mais de quelqu'un qui montrerait qu'il sait faire, eh ben ça aurait un succès. Je suis sûr qu'en tout cas, il y a une vraie chance à sortir. Non pas un Trump, mais quelqu'un qui aurait des choses à dire et qui aurait connu ce que c'est que l'entreprise, qui sait ce que c'est qu'une fin de mois, qui sait ce que c'est que la précarité, qui sait ce que c'est qu'employer des gens, etc. Malheureusement, nous, notre système, c'est les Ménines de Velasquez. Ils se coagulent ensemble, ils se connaissent tous, ils sortent tous des mêmes moules. Il faudrait quand même vraiment un peu sortir du format. Je vous remercie, André Berkoff. Merci à vous, Gilbert. Voilà, c'est la fin de notre interview Star sur Radio Star. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. Radio Star.